Ok, bonjour à tous. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Parfait. Alors du coup, je vais vous parler d'un pan de ma thèse que j'ai réalisé au LMD, qui est l'étude de l'oscillation équatoriale à l'aide d'un modèle de climat global de Saturne, et notamment d'étudier ses mécanismes pour en déduire sa nature. Alors tout d'abord, une brève présentation de Saturne. Saturne, c'est la deuxième plus grande planète du système solaire, qui est presque 100 fois plus massive que la Terre, 10 fois plus importante en rayon que la Terre, qui a une atmosphère principalement composée de dihydrogène et d'hélium, avec du méthane et quelques gaz traces, et notamment des hydrocarbures. Elle a une période de révolution de 30 ans terrestre et une période de rotation qui est un peu en dessous 11 heures, avec une distance au Soleil d'à peu près 10 unités astronomiques. Elle a également une obliquité de près de 27 degrés, ce qui lui confère des saisons très marquées comme ce qu'on peut voir, comme ce qu'on a l'habitude sur Terre. C'est une atmosphère qui est froide, où à son sommet de la stratosphère, il se produit de la photolyse du méthane. Et enfin, Saturne a des anneaux qui sont optiquement opaques et qui, du coup, projettent une ombre importante sur son atmosphère. L'atmosphère de Saturne est une atmosphère qui est dynamiquement active, qui est très riche dynamiquement, notamment au niveau de sa couche nuageuse. On peut remarquer des jets qui se forment en bande, dans lesquels on peut apercevoir des méandres, des eddies, qui marquent en fait une certaine perturbation dans la dynamique des jets. On peut aussi observer des vortex autour des jets, et également des grosses tempêtes convectives que l'on voit ici au milieu en haut, qui en fait sont des tempêtes convectives qui au départ se forment très localement sur une région très restreinte, et qui au fil du temps et de leur développement finissent par encercler toute une bande de latitude de la planète. Au pôle nord de Saturne, il y a également le vortex polaire qui est en forme d'hexagone et qui est très stable dans le temps. Sa stabilité reste encore un peu un mystère pour la communauté. Et enfin, au niveau de l'équateur, au niveau de sa stratosphère, on a pu observer une oscillation équatoriale que vous voyez ici, qui est donc un empilement d'anomalies. Ici, ce qu'on voit, c'est la température, donc d'anomalies froides et chaudes au niveau de la stratosphère équatoriale. Alors, qu'est-ce qu'une oscillation équatoriale? Une oscillation équatoriale, c'est juste une interaction entre les ondes et l'écoulement moyen, qui produisent du coup une oscillation dans la direction de propagation des vents, et qui est aussi associée à des anomalies de température froides et chaudes empilées sur la verticale. Et donc, c'est cette oscillation dans la direction du vent à l'équateur, cet empilement du coup de direction vers l'est et vers l'ouest du vent à l'équateur a une propagation vers le bas au cours du temps, et a donc cette forme assez caractéristique ici de descente en fait. Et donc sur Terre, on a deux types d'oscillations très connus. La quasi-biennale oscillation, qui se produit plutôt dans la basse stratosphère, qui est forcée du coup par des ondes d'échelle planétaire telles que les ondes de Rossby, de Kelvin, d'inertie, gravité, etc. Et des ondes aussi mésoéchelles, donc des ondes de gravité à plus petite échelle. La deuxième oscillation équatoriale qu'on connaît très bien sur Terre, c'est la semi-annual oscillation, qui, elle, se produit plutôt dans la haute stratosphère et jusqu'à la mésosphère, et qui, en plus des forçages des ondes planétaires, d'échelle planétaire ou d'échelle de mésoéchelle, est également forcée par la circulation saisonnière
de Brouwer-Dobson. Et du coup, ce forçage saisonnier dû à la circulation de Brouwer-Dobson, c'est ce forçage qui lui confère sa périodicité semi-annuelle. Et donc pour Saturne, l'oscillation équatoriale est connue depuis des observations depuis le sol, mais a été mieux détaillée suite à la mission Cassini et notamment à l'instrument CIRS, où on a pu voir du coup des structures méridiennes de la température au cours du temps à l'équateur. Cette oscillation a une périodicité semi-annuelle par rapport à l'année de Saturne et s'étend sur l'ensemble de la stratosphère de Saturne. Et donc, cette oscillation dans la température, elle nous rappelle beaucoup ce qu'on connaît de coup sur Terre entre la quasi-biennale oscillation et la semi-annual oscillation. En revanche, on n'a pas pu déterminer de quel type d'oscillation il s'agissait, si c'était plutôt une oscillation quasi-biennale uniquement forcée par des ondes... Ah mince, qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez toujours mon écran ? On voit toujours ton écran, il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas pu déterminer sa nature, à savoir si c'était une oscillation plutôt quasi-biennale ou plutôt semi-annuelle, parce que comme la QBO, la quasi-biennale oscillation, l'oscillation de Saturne se produit sur l'ensemble de la stratosphère cronienne. En revanche, elle semble avoir une oscillation semi-annuelle et donc plutôt un forçage saisonnier qui nous rappellerait le forçage de la semi-annual oscillation terrestre. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir modéliser toutes les interactions ondes écoulement moyen de façon tridimensionnelle à l'aide d'un modèle de climat global. C'est un peu un défi numérique de construire un GCM pour des planètes géantes notamment parce que le rayon de déformation de Rossby, qui est donc l'échelle qui permet de déterminer qui va du coup nous permettre de déterminer la résolution horizontale de notre GCM et du même ordre que le rayon de déformation de la Terre pour une planète qui est 10 fois plus importante. Et donc du coup, là où on a l'habitude pour un GCM terrestre d'avoir une résolution horizontale à 20 degrés de longitude-latitude, ici, pour les géantes gazeuses, on va avoir besoin d'une résolution horizontale du demi-degré, au minimum, oui, avec un transfert radiatif de l'ordre de la dizaine d'années de Saturne, parce que la stratosphère de Saturne a des temps radiatifs très longs. Et enfin, avoir une résolution verticale très fine, et en plus qui s'étend de la troposphère à la stratosphère pour permettre à toutes les ondes qui sont dans la troposphère de pouvoir se propager jusqu'à la stratosphère et de forcer du coup l'écoulement moyen. Et donc, ma thèse s'inscrit dans un projet ANR Emergiant qui consiste en fait à construire ce GCM, construire un unique GCM pour les géantes gazeuses qui serait en mesure de reproduire toutes les activités atmosphériques qu'on a pu observer depuis le sol et aussi depuis toutes les sondes qu'on a envoyées vers ces deux planètes. Et donc, ce GCM, que dans le cas de Saturne, j'appelle Dynamico Saturne, est donc composé d'un cœur dynamique, le cœur dynamique Dynamico, qui est ici à gauche, et qui a la particularité d'avoir une grille icosaèdre qui est très... qui permet des calculs massivement parallèles et très rapides, qui est très, très, très performant pour des calculs massivement parallèles, et donc qui est couplé à tout un package de paramétrisation physique, et notamment un transfert radiatif qui a été spécialement conçu pour les géantes gazeuses, et plus particulièrement pour Saturne. Et donc, ce GCM a déjà été utilisé par Spiga et al. En 2020
juste avant que je commence ma thèse, notamment pour regarder tout ce qui était formation des jets troposphériques, leur évolution au cours du temps, leur stabilité également, et également toute l'activité des ondes d'échelle planétaire qu'il y avait dans la troposphère. En revanche, ce travail avait un modèle était sur 32 niveaux verticaux et un sommet de modèle beaucoup trop bas pour pouvoir modéliser la dynamique de la stratosphère correctement. Et donc, quand je suis arrivée en thèse, je me suis attelée à augmenter du coup le plafond du jusqu'à 1 microbar de pression, en gardant toujours la même discrétisation pour la troposphère, vu qu'on avait montré que la troposphère était assez bien modélisée. Et donc, avec ces niveaux supplémentaires, j'ai donc regardé toute la dynamique, toutes les interactions ondes d'écoulement moyen qu'il y avait dans la stratosphère de Saturne, modélisée par Dynamico. Et donc, en fait, ma thèse repose en gros sur à peu près cette équation, où en gros, je regarde l'évolution de l'accélération du vent zonal moyen, en fonction de ce que lui apporte la circulation résiduelle moyenne, qui est donc une circulation de grande échelle planétaire et temporelle, et ce que lui apporte aussi les forçages dus au E10, donc à toutes les perturbations dues aux ondes dans l'écoulement moyen. Et donc, ma thèse repose sur déterminer la contribution de ces deux termes sur le forçage de l'écoulement moyen du vent zonal. Et donc, j'ai réalisé une grosse simulation de 13 années Saturne. Et donc, vous voyez ici une coupe verticale sur les 5 dernières années de simulation, avec ma simulation du coup sur 61 niveaux verticaux, de la moyenne zonale, du vent zonal à l'équateur. Et donc, on retrouve un peu la structure que je vous ai montrée pour les oscillations équatoriales. Donc, un empilement de vent vers l'est et vers l'ouest qui descend au cours du temps. Bien évidemment, c'est beaucoup plus bruité que ce que je vous ai montré en introduction. Et donc, j'ai comparé ça aux données qu'on avait de Cassini pour l'oscillation équatoriale observée. Et je me retrouve du coup avec une période d'oscillation qui est très, très fluctuante, mais autour de la période d'oscillation observée. Et également une propagation vers le bas qui est beaucoup plus rapide que ce qui a été observé pour Saturne. Mais déjà, on voit quand même qu'on arrive à avoir une structure qui s'approche de ce qui a été observé. Concernant le champ de température, donc en haut, vous avez ce qui a été observé par Cassini, et en bas, ce que j'obtiens en sortie de modèle. Donc, la première chose que l'on voit, c'est qu'on a effectivement dans le modèle un empilement d'anomalies froides et chaudes à l'équateur, au niveau de l'équateur, qui descend au cours du temps, ici, là. Et ces anomalies chaudes et froides sont par contre ont une étendue verticale beaucoup moindre que ce qui a été observé avec Cassini. Et de plus, le maximum des anomalies de température chaude est 20 Kelvin trop faible dans le modèle par rapport à ce qui a été observé par Cassini. J'ai voulu aussi, du coup, j'ai étudié quel type d'ondes était à l'origine de l'oscillation équatoriale dans mon modèle. Et donc, pour ça, j'ai réalisé des transformés de Fourier bidimensionnels de mon champ de vent, de température également. Et j'ai pu montrer que les ondes qui étaient dans mon modèle étaient des ondes qui étaient des ondes d'échelle planétaire, des ondes de Rossby ici, des ondes de Kelvin ici, des ondes d'inertie-gravité et des ondes de Rossby-gravité. Comme ce qu'on sait pour les oscillations terrestres. Ici aussi, on a également un forçage par les ondes d'échelle planétaire. Et quand on regarde la descente, ici vous avez à gauche
2 profils consécutifs du vent zonal à l'équateur. Ici, vous avez le profil moyenné entre ces 2 temps du forçage par les ondes, par les Eddies, et ici des spectres à ce niveau de pression ici et à ce niveau de pression ici, des ondes présentes dans l'écoulement à la suite de la descente. Et ce que je montre du coup avec ces graphes consécutifs, c'est que là où vous avez une petite accélération vers l'est par les 10, par les ondes, on remarque en fait la descente du jet vers l'est, ici, dans la stratosphère, ce qui montre en fait que la propagation vers le bas de notre structure d'oscillation équatoriale est forcée par les ondes d'échelle planétaire qui du coup accélèrent quand ce sont des ondes eastward, enfin qui forcent vers l'est, accélèrent vers l'est l'écoulement moyen et permet du coup en quelque sorte de tirer le jet vers l'est, vers le bas, et donc de former cette structure de descente dans l'oscillation équatoriale. Donc effectivement, j'obtiens avec cette simulation de référence une oscillation équatoriale qui est uniquement produite par des ondes d'échelle planétaire, comme des ondes de Rossby, de Kelvin, d'inertie-gravité, etc. Sauf qu'on voit clairement que, contrairement à ce qui a été observé, on a une période très irrégulière et une propagation vers le bas qui est beaucoup trop rapide par rapport à l'oscillation observée de Saturne. Et notamment, ceci est dû par le fait que les phases entre les phases vers l'est et les phases vers l'ouest sont inéquitables, ne sont pas équivalentes. Et ce qui, en fait, j'ai réussi à montrer que cette inéquivalence était due à un manque d'ondes qui forçaient vers l'est. Parce que j'avais des ondes de Rossby qui étaient beaucoup plus importantes que des ondes de Kelvin qui, elles, sont connues pour forcer vers l'est, alors que les ondes de Rossby forcent plutôt vers l'ouest, enfin, forcent tout court vers l'ouest. Et donc l'idée, pour ajouter ce forçage vers l'est, et je me suis du coup inspirée de ce qu'on fait dans les GCM terrestres. Et notamment, on fait 2 choses dans les GCM terrestres. On ajoute des ondes qui forcent vers l'est, donc des ondes type des ondes de gravité, qui elles sont méso-échelles. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on raffine la discrétisation verticale pour permettre aux ondes qui sont déjà présentes dans le GCM de mieux se propager vers le haut, et ainsi d'avoir un déferlement qui est mieux résolu couche par couche. Et donc, j'ai fait ces 2 choses. J'ai ajouté une paramétrisation d'ondes de gravité non orographique dans mon GCM. Et j'ai également raffiné la résolution verticale du GCM. Je suis passée de 61 niveaux à 96 niveaux pour la même étendue verticale. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de l'impact de la résolution verticale dans le GCM. Et donc, vous avez à gauche ma simulation de référence que je vous ai présentée jusqu'à présent, pardon. Et à droite, la simulation, maintenant, haute résolution verticale, qui montre du coup qu'on a une phase vers l'est, donc prograde ici, rouge, qui est beaucoup plus intense que précédemment. Et en plus de ça, malgré sa forme un peu en escalier, est beaucoup plus stable dans le temps. Ce qui permet du coup de s'approcher de la période semi-annuelle dans l'oscillation équatoriale. Et donc cette oscillation équatoriale, j'ai également regardé du coup les forçages par nos deux principaux contributeurs, donc les eddies, ce qui est ondes et les perturbations, et la circulation résiduelle moyenne.
Et donc, je conçois tout à fait qu'elle soit un peu bruitée, mes figures, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le champ de forçage par la circulation méridienne résiduelle, on ne voit pas de forme se détacher beaucoup, de comportements très, très, très clairs. En revanche, pour le forçage par les Eddies, ici, ce que vous voyez en vert en très plein, c'est le jet que l'on voit ici, là, de la 10e année en haut. Et ce que vous voyez, c'est que le forçage par les Eddies juste en dessous de ce jet, qui est donc prograde, est un forçage positif, donc une accélération positive vers l'est. Et juste au-dessus, vous avez une accélération négative et donc une accélération vers l'ouest. Ce qui montre en fait qu'au cours du temps, l'accélération vers l'est va faire descendre le jet. Et au-dessus, vous allez avoir une accélération vers l'ouest qui va faire apparaître au cours du temps la phase vers l'ouest de l'oscillation équatoriale. Donc, comme précédemment, j'ai également la descente des jets de l'oscillation équatoriale qui est due aux ondes, aux eddies, mais qui est un peu plus clair que précédemment. Et enfin, donc les ondes qui sont à l'origine de cette descente de l'oscillation équatoriale, ce sont, comme précédemment, des ondes d'échelle planétaire, où vous voyez aussi ici que j'ai beaucoup d'ondes de Rossby, mais j'ai également un peu plus d'ondes de Kelvin, qui, elles, forcent vers l'est, ce qui explique que l'oscillation équatoriale semble plus équilibrée entre ces deux phases. Cette nouvelle résolution verticale nous a également permis de mettre en évidence une circulation interhémisphérique modélisée par notre GCM, avec du coup une oscillation du sud vers le nord pendant l'hiver nord, et ici une circulation du nord vers le sud pendant l'été nord, pardon. Cette circulation interhémisphérique est renversée en fait au moment des équinoxes, ce que vous voyez en haut à droite, où du coup l'unique cellule qui allait du sud vers le nord pendant l'hiver a été remplacée par deux cellules qui partagent en fait le même upwelling, la même ascendance au niveau de l'équateur, et qui ensuite se séparent en deux cellules qui vont chacune vers l'épaule et qui ont une circulation, une intensité de la circulation beaucoup plus faible que précédemment. En revanche, ce renversement, il est beaucoup moins évident pendant les ténors, car on voit qu'il y a une certaine persistance dans la cellule de l'été nord, où on avait la circulation du nord vers le sud. Ici aussi également, on a une circulation plutôt des tropiques nord vers les tropiques sud, mais on voit également le développement ici d'une petite cellule qui va du tropique nord vers les moyennes latitudes nord, et qui pourrait être le début, les prémices de ce renversement que l'on voyait au printemps. Cette circulation interhémisphérique nous rappelle la circulation de Brouwer-Dobson que j'ai évoquée dans le forçage de la SAO terrestre. Et ce qui est notamment très encourageant, c'est que la branche descendante de ces circulations ici, pendant les solstices, sont cohérentes avec des observations d'anomalies de température et de haute concentration en hydrocarbone qui avaient été observées par Cassini. En effet, ces observations, qui semblaient être des anomalies très, très concentrées et très locales, avaient fait penser à justement une branche descendante d'une cellule, soit une cellule de Hadley, soit
une circulation interhémisphérique, notamment parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des températures chaudes sous l'ombre des anneaux. Tous les modèles avaient plutôt prédit des températures froides. Par ailleurs, cette circulation, j'ai voulu m'intéresser à son forçage et le mettre en regard du forçage de la circulation de Brouwer-Dobson que l'on connaît sur Terre. Et donc pour ça, j'ai également regardé, pareil, les contributions dues aux EDIS et dues à la circulation moyenne. Et donc ce que vous voyez ici, ce sont les forçages dus aux ondes qu'il y a dans toute l'atmosphère de Saturne, que je modélise avec Dynamico. Et vous voyez qu'en haut des branches descendantes, ici et ici, au moment des solstices, vous avez un pic d'accélération négative, de forçage négatif, qui est donc qui est significatif en fait d'un forçage vers l'ouest, et donc d'un forçage dû plutôt par des ondes de Rossby, comme la Brouwer-Dobson circulation sur Terre. Et pendant le renversement ici au printemps, à l'équinoxe de printemps, vous voyez qu'il y a une augmentation dans le forçage à l'équateur, avec un empilement de forçage vers l'est et vers l'ouest par les ondes, ce qui en fait nous rappelle, enfin, ce qui est très caractéristique d'un changement de phase dans l'oscillation équatoriale. Et en effet, ah oui. Et donc, avant de passer à l'oscillation équatoriale, pour vous expliquer du coup les forçages ici au niveau des branches descendantes, j'ai donc réalisé, pareil, des transformés de Fourier bidimensionnels du vent zonal pour essayer de montrer quel type d'onde qui force vers l'ouest était à l'origine du coup de ce forçage ici au niveau des branches descendantes. Et donc, en haut, vous avez les spectres au niveau des tropiques à droite nord et à gauche sud, pour en haut le solstice d'hiver nord et en bas le solstice d'été nord. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les tropiques d'hiver, là où se produisent les branches descendantes de l'oscillation interhémisphérique, sont toujours un peu plus actifs, ont toujours une activité d'onde de Rossby un peu plus importante, voire même beaucoup plus importante pour l'été nord, que les tropiques d'été. Ce qui nous montre en fait que cette circulation interhémisphérique est forcée par le même mécanisme que la circulation Brouwer-Dobson terrestre, et notamment par du coup le drift, enfin le frottement, enfin le forçage, pardon, des ondes de Rossby aux moyennes latitudes d'hiver. Et donc, pour en revenir à mon oscillation équatoriale, lorsque je regarde les changements de phase de l'oscillation équatoriale, par rapport au changement de saison et donc au changement de direction de la circulation interhémisphérique, je vois que lorsque la circulation interhémisphérique est établie, qu'elle passe du tropique d'été au tropique d'hiver, ceci est corrélé à la phase vers l'ouest rétrograde de l'oscillation équatoriale, et notamment parce que tout le forçage vers l'ouest qui provient du coup des moyennes et hautes latitudes d'été sont laissés en fait au niveau de l'équateur. Ce que vous voyez ici, on avait un forçage vers l'ouest qui laisse place à un ensemble, à un gros forçage vers l'est,
Et donc, on a un changement de direction du forçage qui montre qu'il y a eu un gros dépôt de forçage vers l'ouest au niveau de l'équateur. Et donc, ce forçage vers l'ouest, il est notamment produit par une forte activité des ondes de Rossby au niveau de l'équateur, ce qui montre du coup qu'on est pendant une phase vers l'ouest de l'oscillation équatoriale. En revanche, aux équinoxes, lorsque se produit le renversement de la circulation interhémisphérique, le forçage, le forçage par la circulation résiduelle est beaucoup plus bruité et beaucoup moins clair au niveau de l'équateur. Mais celui par les ondes nous montre un gros forçage vers l'est, centré au niveau de l'équateur, qui se produit juste au-dessus de l'apparition ici d'une phase plutôt vers l'est. Et ceci, ce forçage du coup par les ondes vers l'est est produit par une augmentation de l'activité des ondes de Kelvin. Et donc, ce qui nous montre qu'au moment des renversements, l'activité des ondes de Kelvin est facilitée, est augmentée, et nous avons du coup l'apparition de la phase vers l'est de l'oscillation équatoriale. Et donc là, je vous ai montré que la moitié d'une année, mais pour l'autre moitié de l'année, on a exactement le même comportement. Et du coup, ce qui nous permettrait de montrer que l'oscillation équatoriale, que j'obtiens du coup dans mon GCM, est effectivement forcée par des ondes à l'échelle planétaire, mais que sa saisonnalité, oui, sa périodicité, est due à un forçage saisonnier qui provient du coup de la circulation interhémisphérique de Saturne, comme la semi-annual oscillation terrestre à la circulation de Brouwer-Dobson. Et donc, la deuxième option que j'avais pour améliorer mon oscillation équatoriale dans mon modèle, c'était, je vous le rappelle, d'ajouter une paramétrisation d'ondes sous-mailles de gravité. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inspirée d'une paramétrisation qui est utilisée pour les GCM terrestres. Et donc, j'ai décidé de l'implémenter dans le GCM de Saturne. Et donc, cette paramétrisation, c'est une paramétrisation stochastique, c'est-à-dire que ça envoie un paquet d'ondes. Ici, pour chaque pas de temps et à chaque plan de grille, j'ai 4 ondes qui sont choisies aléatoirement, suivant une gamme de paramètres de l'onde. Et donc, notamment, l'amplitude du forçage, du frottement de ces ondes est choisie entre 0 et une valeur maximale de ce flux d'ondes, qui sert en fait de paramètre de réglage de la paramétrisation. On peut également régler le nombre d'ondes horizontales de ces ondes, qui est donc situé entre Kmin, qui lui est limité par la taille de la grille horizontale, et Kmax, que l'on peut également régler. On peut également régler la vitesse de phase des ondes, qui est située entre Cmin et Cmax, sachant que Cmax doit être, pour que ça fonctionne correctement, doit être égal à la valeur du vent zonal au moment, juste au-dessus de la couche convective, là où sont supposées émerger toutes ces ondes de gravité. On peut également régler du coup la hauteur de cette couche convective dans l'atmosphère pour savoir à quel niveau se situe le départ de mes ondes.
Et puis évidemment, on peut choisir la saturation de ces ondes qui a été fixée par 1. Et donc, j'ai testé plusieurs paramètres et je vais vous montrer du coup ce que donnent en fait les 2 paramètres principaux, notamment la valeur maximale de ces flux, du flux d'ondes et la vitesse de phase. Du coup, j'ai réalisé un set de plusieurs... Ah oui, et ici, je vous montre tous ces tests ont été réalisés sur la discrétisation sur 61 niveaux verticaux, pardon. Parce que je voulais avoir d'abord l'effet des ondes de gravité et l'effet de la résolution verticale séparés avant de pouvoir éventuellement regarder l'effet combiné des deux. Donc ici, pour une résolution verticale de 61 niveaux, j'ai réalisé un set de tests pour déterminer la valeur appropriée de flux d'ondes que je voulais envoyer dans mon atmosphère. Et donc, ce que l'on voit, en bas à droite ici, vous avez la simulation de référence sur 61 niveaux. Et donc, ce que l'on voit, c'est que pour un flux d'onde de 10-6 kg mètre-1 seconde -2, qui vaut 10-6, 10-7 ou 10-8, on est très similaire à ce qui se passe dans la simulation de référence. En fait, à ces niveaux de flux d'onde, à ces valeurs de flux d'onde, on n'a pas d'effet des ondes de gravité, ou vraiment que très peu ici. En revanche, pour un flux d'onde maximal de 10-4 kg mètre-1 seconde -2, on voit l'apparition d'un jet au cours du temps qui monte en fait dans l'atmosphère et qui semble du coup arrêter l'oscillation équatoriale. Donc, ce que j'en ai déduit, c'est que la valeur qui était adéquate était plutôt comprise entre du coup 10-4 et 10-5 kg mètre-1 seconde -2. Une fois ces 2 valeurs extrêmes déterminées, j'ai voulu regarder également l'impact, l'effet de la vitesse de phase maximale. Donc, à gauche, vous avez pour une valeur maximale de flux d'ondes égale à 10-4. Au milieu, c'est une valeur maximale de flux d'ondes égale à 10-5. Et donc, à droite, c'est la référence, la simulation de référence. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'en prolongeant les simulations, on voit très clairement que, quelle que soit la valeur de la vitesse de phase maximale de mes ondes, le flux d'onde max d'une valeur de 10-4 est beaucoup trop fort pour représenter une oscillation équatoriale. Soit les jets sont à 0, soit ils sont complètement... Enfin, toute l'oscillation équatoriale ici, elle est cassée. Pour une valeur max de flux d'onde égale à 10-5, en haut, vous avez une valeur max de la vitesse de phase des ondes égale à 30 mètres par seconde et en bas égale à 100 mètres par seconde. Et ce que l'on voit, c'est que pour une valeur max trop élevée de la vitesse de phase, la phase eastward, en fait, s'arrête quoi. On a des jets qui sont plus proches de 0 que d'une propagation vers l'est, comme on avait avant dans la référence. Et donc, ce qui nous montre que pour 61 niveaux verticaux, on a une valeur max du flux d'onde qui serait autour de 10-5 kg mètre-1 seconde -2 et une vitesse de phase inférieure à 100 mètres par seconde. Et en fait, dans mes autres simulations, mes autres tests, parce que j'ai pas
forcément le temps de tout vous montrer, mais je suis restée sur 30 mètres par seconde pour la vitesse maximale, la vitesse de phase maximale, parce que pour une valeur plus grande, je perds en fait ma phase vers l'est. Voilà. Et donc, pour conclure, c'est la première fois dans un GCM qu'on arrive à reproduire une oscillation équatoriale sans forcément avoir besoin d'une paramétrisation des ondes de gravité sous maille. Cette oscillation équatoriale, elle est principalement forcée par des ondes d'échelle planétaire qui sont résolues par le modèle et qui, en plus de ça, voit sa périodicité fixée par une circulation interhémisphérique saisonnière du type Brouwer-Dobson. Et c'est également la première fois qu'on arrive à avoir dans un GCM l'oscillation équatoriale et la circulation de Brouwer-Dobson. Jusqu'à présent, on avait soit l'un, soit l'autre. Et enfin, j'ai également réussi à montrer que finalement, les ondes de gravité non orographiques sous maille n'ont pas un effet très, très important comparé à la résolution verticale et donc à la circulation interhémisphérique. Ce qui pourrait pencher plutôt que l'oscillation équatoriale de Saturne serait plutôt une oscillation de type semi-annual oscillation. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Déborah. Merci pour cette présentation. Merci pour le timing parfait. Tu as fait exactement 45 minutes. Écoutez, voilà, maintenant, il nous reste une dizaine de minutes ou un peu plus, comme on veut, pour les questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'éminents atmosphéristes dans le public, donc allez-y. Je vous laisse la parole. Non. N'hésitez pas. Alors, je commence. Déborah, pourquoi sur Terre, qu'est-ce qui arrête la SAO? Pourquoi elle ne descend pas plus bas? Et pourquoi sur Saturne, elle descend plus bas? Elle descend jusqu'à la troposphère. Tandis que sur Terre, ça reste dans la mésosphère. Ce que j'ai lu dans la littérature pour la SAO terrestre, c'est que la SAO est confinée plutôt dans la mésosphère parce que y a des ondes de gravité qui sont absorbées par la QBO en dessous, qui du coup empêchent du coup de faire descendre la SAO terrestre. Étant donné que sur Saturne, il n'y a qu'un seul type d'oscillation, il n'y aurait pas la présence de la QBO et surtout l'absorption d'une QBO qui empêcherait la SAO de descendre. Non, pas d'autres questions? Et avec Sandrine, on avait vu des variations d'hydrocarbures à l'équateur, qui étaient peut-être liées à l'oscillation équatoriale, notamment l'éthane. Est-ce que c'est envisageable de mettre un traceur passif pour voir comment, si jamais effectivement votre modèle reproduit aussi les variations d'abondance d'hydrocarbures avec des ascendances et descendances qui sont produites? Ce serait pareil pour effectivement la connexion interhémisphérique. Est-ce que vous avez envisagé de mettre un traceur passif hydrocarbures pour voir qu'est-ce que ça donne? Déborah, tu es avec nous? J'ai pas très bien entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, pardon. Oui. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ok. Il y en a associé à la circulation interhémisphérique et à l'oscillation équatoriale, il y a des variations d'abondance d'hydrocarbures. Oui. Est-ce que tu envisages de mettre un traceur passif qui pourrait regarder si les variations qui ont été observées avec CIRS
sont du même ordre, reproduites correctement par le modèle ou pas? Oui, je l'envisage, mais pas forcément au cours de ma thèse, plutôt après. Mais oui, c'est un projet que j'ai dans ma tête, dans le coin de ma tête. Y a-t-il d'autres questions? Bah, écoutez, dans ce cas, on te remercie encore vraiment, Déborah. Merci d'avoir fait cette présentation. Je vais arrêter d'ailleurs l'enregistrement maintenant. Voilà.